En direct Okay. de l'UBU avec l'archipel contre-attaque, l'Institut Jean Vigo, c'est une véritable colonie que nous avons aujourd'hui, pour interroger l'exceptionnel documentariste, enfin s'il se nomme comme tel, Lech Kowalski, qui est présent par le viatique de l'Institut Jean Vigo, donc la Cinémathèque, pour le festival Jean Vigo. Il présente ce soir un documentaire qui s'appelle On va tout péter, sur des ouvriers en révolte dans une usine parce qu'on va les liquider, enfin l'usine, aussi les ouvriers, voilà, et qui avait menacé de faire exploser une bombe avec des bonbonnes de gaz. Il a passé 9 mois avec eux en 2017. C'est un documentariste qui a été pendant 30 ans sur toute la contre-culture, beaucoup de groupes de rock, des stars du porno aussi. Son précédent film, c'était sur sa ville de jeunesse, Utica, et qui nous parlait aussi indirectement de la désindustrialisation, sauf que c'était comme s'il avait filmé l'usine aux États-Unis après la grève. Mais ça lui tenait à cœur parce que c'était la ville de sa mère, Utica. Et donc c'était I pay your story, je paye cette histoire. Donc il allait dans les rues en disant si vous me faites le récit de vos vies, je vous paye ce moment. Donc on est avec Jordi Vidal. Alors comment présenter Jordi Vidal? Dire que c'est un ami, c'est un peu court. Puis les gens s'en foutent en plus. Jordi Vidal est théoricien critique, pour pas dire philosophe. Il est auteur de plusieurs livres, donc ces questions vont dans le dur. Autant les miennes sont d'un superficiel absolu, autant les siennes vont être dangereuses. Et nous sommes avec 2 traducteurs qui vont se présenter. Oui. Donc je suis Elali, je suis étudiante et du coup je me sers d'interprète. Voilà, donc elle fera les réponses de Lech et donc lui il traduira nos questions. Et donc, what's your name please? My name is Jean-Pierre Frigeri. Voilà. Donc toujours en direct. Alors, la question c'est pourquoi faire ce que vous faites et pas autre chose? Est-ce que vous aviez envie d'être un Jack London à caméra? Okay, the question is, had you, from the beginning in mind, to do this kind of job, I mean, to be the Jack London of the camera, or something like that? It's an amazing question because Jack London throws a whole spin on it. Yes and no. I mean, my roots, the place where I come from in my life is I'm an immigrant. I was an immigrant in America. My parents were both prisoners in the gulags in Russia. And when eventually they moved to America, and I was born in London, and they moved to America, and I grew up in kind of a working class milieu in Polish neighborhoods, and in Chicago, in Wisconsin, in New York, in Connecticut. So I have this kind of roots of kind of a lower middle class immigrants who are struggling to survive, and I think this gave me kind of this Jack London-esque kind of direction that I went to later on in life. Ok, c'est une question incroyable. Et en même temps, oui et non par rapport à Jack London. Parce qu'il a des... Donc, je vais dire j'ai. Donc, j'ai des racines là d'où je viens. Donc, je suis enfant d'immigrants. Mes 2 parents ont été prisonniers dans les goulags. Et quand ils ont déménagé aux États-Unis après du Royaume-Uni, j'ai donc grandi dans un milieu de classe ouvrière, j'allais dire classe moyenne, mais c'est pas exactement ça. Donc il a grandi à Chicago, Wisconsin, à New York, etc. Et il a cette racine de lower middle class qui est la classe moyenne inférieure en fait.
et qui lui a donné du coup cette envie de se battre et de parler de ce genre de choses et qui pourrait du coup se lier à Jack London. Et c'est ce qui l'a mené à ça. But what's interesting about Jack London to me is the adventure that he took in his life to find these, his adventure came first and then the story, and I think that's like the key to my work is that I make, I get involved with unusual situations which give me ideas about how to approach something with a camera. So I for instance, I am not an ambulance chaser, meaning I don't read the New York Times and say, oh, in Africa there's an incredible story about little babies being born without a head, and then goes, oh, you're a little baby without a head. I can't make that kind of cinema. Sorry. No, that was really interesting, but there's a lot. Donc, il dit donc ce qui l'intéresse chez Jack London, c'est ce côté aventure, l'aventure qui vient avant l'histoire, et c'est la clé dans son travail, c'est-à-dire qu'il a l'habitude j'ai l'habitude de traiter des histoires qui sont des situations qui sont assez inhabituelles, et c'est ce qui fait que j'ai ces idées. Et il dit, je suis pas un chasseur d'ambulance, je suis pas à l'affût de la première histoire. Il y a un bébé qui est né avec 2 têtes en Afrique, donc je vais aller chercher le bébé. Je cherche d'abord les gens et d'abord l'aventure. C'est ce qu'il expliquait au début. La démarche qui le différencie de Jack London, c'est que lui ne cherche pas l'aventure pour écrire après, mais lui, sa démarche, c'est sa curiosité et son éveil à l'égard d'événements qui sont sur le point de se produire et vers lesquels il va. Il y a un milieu, ou en tout cas une sorte d'effervescence qui fait que ça l'attire. Et à chaque fois, c'est dans le cas, je crois, you were speaking about porno business and what else? Rock and roll. Junkies. Ça existe, il y va, il s'y intéresse et il témoigne. Oui. You're the witness of things that are about to exist, to happen, etc., etc. You're not running after the adventure. Exactement, oui. Yeah. Alors, on va parler de classe sociale. Bon, moi, ça m'intéresse. L'idée, c'est que donc vous avez dit que vous êtes né classe moyenne inférieure. C'est un peu comme les lombaires. L'idée, c'est, est-ce que vous croyez à l'existence, pas des extraterrestres, mais de la classe moyenne? Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de preuves de l'existence des extraterrestres que de la classe moyenne? Wow. Please. Well, here's comparing the low middle class to E.T. Oui. Okay, to E.T. Existence, on va dire. Oui. He's comparing the fact that isn't there more proof of the existence of extraterrestrials than there is of the existence of the middle class. Wow. I think it's a joke. Okay. I think it's No, but this is important. This is important what you're saying, because we live. I mean, look, many of the things that we're talking about have become cliches because we understand these things, because we are living in a kind of post-democratic society. There's no question about that. So whatever films we make now, or that I make now, they are about, in a way, humanity lost. And now I'm trying to understand how to make films about things that are not depressing, but hopeful to society, and it's very difficult. And what is really depressing is that the lower class, people who are not lower class because in a pejorative way, but because they don't have the money, only that, but they enjoy life too. They are non-existent, and that's a tragedy.
for humanity, which I'll explain later why. Sorry. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on me laisse le temps, il n'y a pas de problème. Donc il y a plein de choses qui sont devenues des clichés et qui ne sont plus questionnées. Et j'ai l'impression de faire des films où l'humanité a perdu. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre et de faire des films qui sont pas sur des sujets déprimants du coup et qui vont vers l'espoir. Et du coup la classe inférieure n'a pas ce droit à l'existence parce que du coup ils n'ont pas ce droit au divertissement, etc., à la vie telle qu'on la voit, mais pas d'une façon péjorative, mais juste par manque d'argent. Et du coup ils ont quand même cette capacité d'apprécier la vie et on leur enlève ce droit d'exister un petit peu. So, the I mean, look, when I shoot, when I'm filming, I'm not looking for the story because I know what the story is. The story is always the same story. It's people suffering, no matter what it is. It's always people suffering. But what I'm interested in is a small victory, which is the human person, the personnage who is able to fight and be someone or be or survive in this kind of insanity. And in that survival is a great beauty. And that's what interests me. So I don't follow the story, I follow the person. And the person takes me to the story. And that's how I made this film. We know the story of the worker. We know what that story is. No one has to make a movie about that. We've seen that movie. But we haven't seen, for a long time, these kind of workers who bring a kind of optimism because they're fighting. And that's something that is not happening so much anymore, that people are fighting. Il dit quand je filme, je cherche pas l'histoire. L'histoire on la connaît, c'est toujours l'histoire des gens qui souffrent. Ce que je cherche, c'est les petites victoires qui font que quand une personne se bat, on arrive à voir qu'elle survit dans cette insanité, donc cette folie. Et du coup, je suis cette personne et cette personne m'amène à l'histoire. Et l'histoire de l'ouvrier, on la connaît tous. Seulement, l'histoire de l'ouvrier qui rend optimiste et qui amène vers une espèce d'espoir, on la connaît moins. Ah bah ça tombe bien, donc ça nous permettra d'enchaîner, ça va nous permettre d'enchaîner sur le film. Donc on va tout péter. Alors, juste avant, Ouais. du coup, est-ce que vous croyez à la lutte des classes? Okay, the question is... Do you believe in And class struggle? social struggle. I mean, worker struggle, social In general, struggle. okay. Yes. Well, look, I mean, life is a struggle. And you see, I mean, I think that the problem with the kind of post-democratic reality that we live in is that people essentially want to use money to buy their way out of situations or to make their life easy. They don't really want to go through the struggle. And I think that struggle is very important. If we have a society where everyone is a consumer and buying television or buying good food or whatever, and there is no resistance, there's no if it just comes to them, they don't gain character, and they just become these kind of people who are unable to fight because they have never gone through the process of struggling. So in my generation, the people struggled, my parents struggled, I struggled, and it made us very strong. And I see a lot of young people now, and it's not a critique of young people, but there is a lack of strength, which I think is connected to this struggle. And we need struggle, and we need not to be afraid of it. I'm dealing with that with my daughter now. She's 23, and she has to. She's afraid of struggle. Donc, alors, la vie est une lutte. Et le problème avec la réalité post-démocratique qu'on connaît, c'est que les gens veulent acheter une vie meilleure, en fait, une vie plus facile.
Et je pense que la lutte est très importante parce qu'elle amène une force. Et quand on vit dans un monde où juste on achète des biens de type télévision ou bien matériel de confort, on perd cette notion de résistance et on vit dans un monde où tout vient à nous directement. Et ça nous enlève cette force de caractère et ça donne des personnes qui se retrouvent incapables de se battre. Et donc ma génération, mes parents, moi j'ai souffert et ça nous a rendus plus forts au final. C'est quelque chose qui nous a rendus plus forts. Et je trouve que dans la jeunesse aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. Il y a un manque de force. Et ce qu'il disait à la fin, c'est qu'il traverse ça avec sa fille en ce moment, qui a 23 ans et qui, du coup, a peur de cette lutte en fait. You know, this is short. Okay, I made a film many years ago called East of Paradise, and it was about my mother and me, a very personal film. And at one point she said to me, she said, the best time in my life was when I was in a gulag in Siberia trying to survive. And this is a big lesson to me. And I think that's the kind of struggle that we're talking about. And it made her an amazing human being because she lived, of course. A lot of people died. But that struggle, that moment when she struggles, when she reviews her life, she looks at that moment when she was eating her fleas, to survive, as the best moments in her life. Donc j'ai réalisé un film qui s'appelle East of Paradise. Et c'est un film qui est très personnel, vu qu'il il est sur ma mère et moi. Et elle me dit que la meilleure partie de ma vie, c'est quand j'étais prisonnière au goulag, en Sibérie, en essayant de survivre. Et donc pour moi, c'est ce qui en a fait une personne incroyable. Et c'est ces moments de lutte, ces moments de struggle, j'allais dire galère, c'est pas vraiment ça, mais vraiment c'est encore plus fort en fait. À manger ses poux pour pouvoir survivre, etc. C'est ce qui en fait vraiment, quand elle regarde en arrière sur cette partie de sa vie, pour elle c'est la meilleure partie de sa vie, parce que c'est ce qui l'a renforcée en fait, c'est ce qui l'a rendue la personne qu'elle est maintenant. Jordi. Oui. Nous allons nous interroger à partir de tout ce qui vient d'être dit, ce sera plus facile. On va s'interroger sur le film. Donc, peut-être la première réflexion sur ce film-là, c'est vous intervenez pendant le film en voix off, et la plupart du temps, c'est pour poser un certain nombre de questions. Donc, on reviendra sur les différentes questions que vous posez. Et aussi sur cette volonté de couper le film, c'était par vos interventions, et on a le sentiment de saut qualitatif, c'est-à-dire que vous prenez un sujet au démarrage qui est une question. Est-ce que ça va la compréhension? Oui. Bon. La première question que vous vous posez est de savoir si le citoyen consommateur est encore capable de révolte ou même de révolution. Et à partir de cette question, on se trouve plongé dans l'usine en grève et on se trouve plongé dans les problématiques des ouvriers, des ouvrières dans cette usine en grève. Okay, merci. I will answer the first part of the question, okay? Well, I think that when I was filming the story with the workers, I wanted to put the worker. I mean, there is a cliche about workers, and I wanted to break the cliche because I wanted the audience, everyone watching the film, to identify with the workers, and what is the commonality that we all share, that I share, that you share, that the workers share, is that we are now no longer citizens, we are consumers. And this puts us in a very difficult situation. Because if you are a consumer, then you have to ask yourself some very pertinent questions if you want to rebel. If I'm a consumer, I want a television. If I'm a consumer, I want a nice house. I want to have a car. I want to have all these things to be able to live a comfortable life. Am I willing to sacrifice those things
in order to win a social fight. And I asked this question to the audience in the film because I think it's a critical moment where the audience looks at the worker in a different way. And we now break this cliché of the worker. Okay. Je pense que qu'en filmant cette histoire avec les ouvriers, j'ai vraiment voulu briser le cliché du travailleur, vraiment le cliché de l'ouvrier, pour permettre à l'audience de s'identifier à lui en fait. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on partage, nous tous dans cette pièce par exemple, c'est qu'on n'est plus des citoyens, on est des consommateurs. Et ce qui est difficile, c'est que il y a un certain nombre de questions à se poser si on veut se rebeller, si on veut briser tout ça. J'ai un certain nombre d'objets de confort, d'une télévision, une voiture. Est-ce que je suis prêt à sacrifier tout ça au nom d'une idéologie de valeurs? Et c'est à ce moment-là que vraiment je voulais captiver l'audience et vraiment lui permettre de s'identifier à ça et lui permettre de s'identifier à cette lutte. And because essentially, when I was making this film, I was thinking in big ways. Not just the workers, but I was thinking about the environment. I was thinking about all the issues that are on us, the heavy issues of survival, and I think that the problem in our society that will kill the world, and it is killing the world, is basically consuming. So there's a paradox in the film. The workers that I'm filming are making parts for automobiles. I don't like automobiles. I'm against automobiles, but I use them. I don't own an automobile, but I use them. And the workers make this automobile, which is essentially one of the main reasons why the world is being destroyed, because it's a huge infrastructure to make these cars. So these are questions that are fundamental to any kind of question that you say, well, let's have a revolution. Well, how far will we go with the revolution? And this is just, I don't have the answer, but it's a way of thinking about our problem in a vast ecological way. Donc j'ai essayé de voir en fait plus grand que juste cette lutte des ouvriers, c'est-à-dire que c'est pas seulement à propos d'eux, mais j'avais aussi des questions environnementales, des questions en fait qui sont des sujets graves et importants à l'heure à laquelle on parle. Et donc le principal problème, c'est donc la façon dont on est en train de détruire le monde, tout simplement, et de la façon dont au final, par la consommation et donc par aussi les voitures dont on parle dans le documentaire à travers les pièces, ce qui crée un paradoxe vraiment, c'est-à-dire qu'ils font des pièces automobiles, je n'aime pas particulièrement les automobiles, mais je les utilise, c'est un confort. Et donc ces grosses infrastructures qui créent les pièces font partie de la question au final de est-ce qu'on sacrifie tout ça si on crée une révolution, let's have a revolution, si on lance une révolution, est-ce que vraiment c'est toutes les étapes de la chaîne doivent participer en fait. Et c'est vraiment quelque chose du coup qui se ramène en partant de l'usine vers un sujet presque écologique ou vraiment qui s'élargit. Pour prolonger ça, donc ce qui est assez intéressant dans la technique de montage et de filmage que vous avez, indépendamment de sa rapidité, des coupures, un certain registre, un dispositif qui est presque chaotique parfois et qui de temps en temps au contraire se stabilise. On en a quelques exemples dans la façon dont vous filmez l'usine, c'est-à-dire vous filmez l'usine par une succession de plans très très rapides. En gros, ce qu'on produit dans cette usine, donc ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que les autos ne m'intéressent pas beaucoup, ni les pièces qu'on peut fabriquer dans une usine d'automobile. Et donc, on évacue le sujet. Par contre, le registre filmique et le registre de montage, quand il concerne les personnages, et les personnages dans le cas présent, c'est les ouvriers en grève, là tout d'un coup il y a une stabilisation de la caméra, il y a une immersion, et surtout ce qui est, je trouve, vraiment très très intéressant dans votre travail, c'est votre rapport à la temporalité, c'est-à-dire la façon dont vous filmez le temps. C'est-à-dire vous êtes capable, et ça c'est très très brillant dans ce film,
vous êtes capable de transcrire 9 mois comme si on était dans un flux temporel continu. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la coupe, on ne sent pas le moment, on est dans un flux constant qui s'oppose au flux médiatique constant, parce que là, on est dans l'immersion et dans la sensibilité. Donc, j'aimerais bien que vous me parliez de ce travail de montage et ce rapport au temps, hein, parce que je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur le temps qui me semble assez décisive dans votre film. En plus de l'échec, hein, mais Oui. peut-être que les deux vont ensemble, je ne sais pas. Ok. Wow, ok. Je comprends. C'est bon. Oui. Sure job. Oh, oui. Wow. Okay. My objective. Yeah. I can answer the question the way Godard would. I can also answer the question the way that I would, and I can also answer the question in a way that a montage person would. But I'm going to mix everything up. Je pourrais répondre à la façon de Godard, à ma façon ou à la façon d'un monteur technique de base, mais je vais essayer, je vais essayer de tout mélanger. En fait. So, I think that my, I there is a truth to what Godard said, I think, and I think he said this. He said that every cut in a film is a lie. It adds a lie, and to a degree, this is true. Now, when I film, when I'm making a film, I shoot myself because it's very important for me to understand the rhythm of everything, and the rhythm of the story is the most important aspect of the story. And when I'm doing the montage, I'm always very aware of where to cut because it's connected to where I was physically with my camera, and every cut is a way to work with the rhythm, and my camera movement is very special. I played sports when I was young, and the choreography of space is really important to me, and I bring that to when I'm filming. So I'll stop and I'll continue. Oui, c'est vrai. Donc il y a quelque chose de vrai dans ce que Godard disait, c'est-à-dire qu'il disait chaque coupe dans un film est un mensonge. Et donc il dit je me filme moi-même, et c'est la compréhension du rythme est vraiment très importante à mes yeux, vu que le rythme de l'histoire est très important. Et quand je monte, je suis très conscient de où couper mes plans, vu que c'est très connecté à mon placement physique, moi, quand je filme, en fait. Et donc ce mouvement de caméra, j'étais un sportif dans ma jeunesse, et du coup la chorégraphie dans l'espace de la caméra est vraiment très importante. So when I was filming, and I made this decision early in the tournage, I wanted the film to be not just observing the workers, but I also wanted to film it in a way that we can see more than the workers. So we're looking at not just the workers, but we're looking at how the world sees the workers and how they are seeing the world. So in a lot of the sequences, you see the journalists, you see things from a point of view that is not normal, and I have a special camera that's very small, and I was working very close with the people. I wanted to show them as intimately as possible, because the intimacy is really what makes the film work, and that intimacy creates a lot of tension in the film. Donc en faisant ce film, et la décision a été prise relativement tôt dans la réalisation, je voulais pas seulement observer, je voulais vraiment montrer plus et faire voir à l'audience plus que les ouvriers, et montrer comment le monde voit les ouvriers, en fait. Et c'est pour ça que du coup à un moment je montre le point de vue des journalistes, par exemple, qui est un point de vue qui n'est pas entre guillemets normal, qui est fabriqué, et en travaillant avec ma caméra proche
des personnages divers en fait. Je voulais créer une intimité, vraiment. Une intimité, et c'est ce qui crée vraiment une tension qui est intéressante dans le film. So you know, the other thing is that I try not to film information. I try to film emotions. And when I'm in the salle de montage, when I'm editing, I'm throwing away things that are just information. If something has emotions, I keep it. So what happens when I'm editing is I construct the film around the best emotional material I have, not around the information. And I think that this film is a good example of the success of being able to do that. The quick cuts in the film are meant to do a few things. First of all, I believe in aesthetics and not information, and it's a way to bring the audience into the film, change the rhythm of the film, and also to show the audience things inside the factory very quickly, and then to move out. So it's kind of a pageantry of movement and information and kind of a beauty. And then I added a little bit to the film, which I rarely do in documentaries, is I put a little bit of music in the film, which was done with a very good musician in Paris, who is no one knows about him. He lives on the outside. Donc en fait, mon but n'est pas de filmer de l'information, c'est de filmer de l'émotion. Et pendant que je faisais le montage, je me débarrasse en fait de tout ce qui est information, je garde tout ce qui est émotion, et je construis ce film autour donc des meilleurs moments d'émotion, en fait, des meilleures captures d'émotion. Et donc par exemple les coupes rapides, c'est tout d'abord parce que je crois en l'esthétique, et donc pas en l'information, et c'est une façon aussi d'amener l'audience à l'intérieur du film, de leur faire visiter très rapidement l'intérieur de l'usine, l'extérieur de l'usine, et de changer, de manier le rythme en fait, d'une façon très dynamique. Et c'est vraiment du coup ce panel de mouvements qui donne cette beauté aux émotions. Et pareil, de la même façon, c'est en ajoutant de la musique avec un musicien parisien qui visiblement n'est pas connu, qui vit à l'extérieur de Paris, qui est très bon, qui a réussi à amplifier encore cette émotion. And if you notice in the film, there's no quick cutting with people ever. Sure. Yeah. Object. Oui, exactement. It's only with the objects, and this is kind of my rule, you know. It's notable. Juste, je suis d'accord que tout le film fonctionne, et on voit bien le travail que vous faites d'enlever tout ce qui pourrait être strictement informatif, de façon à garder la tension subjective. Et c'est ce qui crée l'immersion dans votre film. Par contre, il y a un point où le code n'est pas tout à fait respecté, on peut parfaitement le comprendre, mais vous l'avez un peu évoqué. C'est quand vous mettez en scène le système médiatique. Quand le système médiatique est mis en place, là on est dans un registre informatif qui serait peut-être du statut de la contre-information. D'autres temps vous avez dû connaître ça, la contre-culture. C'est-à-dire on est dans un registre d'information de la contre-culture qui s'oppose à une culture officielle ou à un flux médiatique. Mais là vous avez une façon de le filmer qui rappelle certains photographes que je connais du style documentaire, c'est-à-dire vous n'êtes jamais avec eux, vous êtes derrière. Vous êtes toujours en retrait par rapport à ces groupes. Mais en même temps, quand dans une scène du film, je suis trop vite tout ça. Non, c'est bon. Quand dans une scène du film, on chasse la presse à l'extérieur, vous êtes parmi ceux qui partez. Et donc là, tout d'un coup, je trouve que c'est très très fort, c'est-à-dire que il y a une sorte d'abîme qui se crée, parce qu'on voit bien que vous êtes totalement en immersion avec la grève et les grévistes, ça pose pas de question, parce que la caméra, elle est presque un autre camarade. Disons que le spectateur la sent comme un autre camarade, comme un camarade de lutte. Ah ouais. Et donc cet écart qui se crée sur le flux médiatique, et j'aimerais aussi que vous me parliez de ça, c'est-à-dire la façon dont le flux médiatique
s'exerce, la façon dont à l'intérieur du mouvement, il y a une conscience de la nécessité d'utiliser les médias, mais dont on sait qu'à aucun moment les médias ne respecteront la parole ou l'émotion. Donc ce jeu-là m'intéresse. Et c'est aussi la façon dont vous l'avez fait. Parce que je trouve que là encore, le montage est très intéressant. Après, j'arrête. Vous avez évoqué le mensonge que cite de Godard, sur le montage, etc. Moi, je pourrais vous dire ce que disait le peintre Degas. Faites faux et ajoutez un accent de nature. Faites faux et ajoutez un accent de nature, ce serait une part de vérité, en gros, une part de vrai. En peinture, voilà, c'est la même chose. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ça dans votre procédure, en particulier sur ce qui concerne les médias. Vous ne vous filmez pas lorsque vous êtes arrêté. Lorsque vous êtes arrêté devant la préfecture. Ce n'est pas dans le film. Donc voilà. Well, I mean, yes, I have it. Okay. So, très compliqué. Even for us. Yeah. Okay, so let's break this up in sections, Yeah. okay? Wow. Okay. Respirez. So I think that okay, let's take the media, okay? You mean official media? The official media, Yeah. d'accord, exactement. Because I am also part of the media, so, but, Streaming media, they said. yeah, yeah, and Mainstream. mainstream, yeah, mainstream media. When I was filming this, I was very aware of the media situation because I arrived there because I was shooting another story in another factory where I filmed 8 years ago, where the same thing happened. My objective was to go to that factory in another place in France and to film what happened to the workers 8 years later. When I did that, I went there and I spent a month there. It was very depressing. It was not a hopeful situation, and I was doubting making that film. And I'll continue. Donc, je suis très consciente de la place des médias dans cette histoire, et quand je suis arrivée sur les lieux de l'usine, j'étais en fait en train de filmer une autre histoire, un follow-up, une suite d'un documentaire que j'avais fait 8 ans avant dans une autre usine, et j'étais retournée en fait sur les lieux pour voir ce qui était advenu des ouvriers de cette usine 8 ans après. Et en fait, j'ai trouvé une situation assez déprimante et quelque chose qui m'a fait douter même l'intérêt même du premier film en fait. So, the other factory was called Sodimatex. So, by coincidence, Odile Allard, the producer of the film, she was listening to the radio because she listens to the French radio every morning. And she heard that there were the GMS workers threatening to exploit the factory. That's really nice. Donc l'usine du documentaire d'il y a 8 ans s'appelait Sodimetex. Et donc pendant cette histoire, j'ai entendu Odile Allard, Oui. c'est bien ça, qui écoutait la radio et qui avait en fait entendu parler des ouvriers de GMS qui menaçaient de faire exploser leur usine avec une bombe artisanale. And I thought, oh my gosh, this is really interesting, because in the Sodimatex factory, 8 years ago, they were threatening to blow up the factory too. En fait, c'est génial. Du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Sodimetex menaçait également de faire sauter leur usine en fait. So I asked 2 of the workers from the Sodimatex factory to come with me to GMS, and we just went to see what's going on, because in my mind I thought, well, if the workers are threatening to blow up the factory, first of all, I don't believe it, because I don't think workers would want to destroy the factory. It's counterproductive to what they are trying to do,
And I thought, well, plus they're desperate at the same time. So I didn't know these workers. So I asked 2 workers who lived through the same thing, who are in the film, in the beginning of the film, to come with me. And they were my entree to this thing. And within 1 hour of being in GMS, I realized this is where I want to make my film. Mainly because of the beautiful faces. Yes, yes. Oui. C'était ma question 2, mais ça, il répond à la question 2. Du coup, j'ai demandé à deux ouvriers de Sodimetex de m'accompagner sur GMS. Et tout d'abord parce que je n'y croyais pas, je ne pensais pas que des ouvriers voudraient faire sauter leur usine, c'était même à mes yeux contre-productif vis-à-vis de leur travail. Et donc j'ai demandé à 2 ouvriers qui étaient passés par la même situation de venir avec moi, et en fait ils sont devenus mon billet d'entrée, et j'ai décidé de rester chez GMS tout d'abord parce que à cause des visages magnifiques en fait. Je ne saurais même pas comment dire, grâce à la beauté des visages. C'est la beauté des visages qui m'a donné. Puis après, je voudrais juste un dernier petit point qui me semble vraiment important. C'est, il a évoqué, Nicolas, tout à l'heure, la lutte de classe. Vous évoquez le citoyen consommateur. Et vous avez une première question qui est posée au début du film, à savoir quelle est la possibilité de révolte ou de révolution des citoyens consommateurs. Et à la fin du film, on voit bien qu'il y a eu toute une trajectoire à travers vos prises de parole, et il y a une question qui se formule un peu différemment, c'est-à-dire il y a une prise en compte de la réalité de l'usine et du lien qui unit ouvriers et ouvrières à l'usine. C'est-à-dire que l'usine n'est pas seulement un lieu d'aliénation, mais c'est leur lieu de reconnaissance sociale. Et tout d'un coup, l'usine, et c'est là-dessus que je voudrais vous poser la question, métaphoriquement, l'usine fait penser un peu au rond-point des Gilets jaunes, c'est-à-dire c'est un lieu horrible, vous le dites plusieurs fois, hein, c'est-à-dire il pleut dedans, il n'y a eu aucun travaux, etc. Quel pire endroit que le rond-point pour exprimer une révolte, c'est-à-dire un non-lieu. Donc ce sont des non-lieux, mais qui sont les seuls qui permettent à cette fameuse classe moyenne dont parlait, ou à cette classe moyenne pauvre dont parlait Nicolas, d'exister. Et ça, je trouve qu'il y a une émotion très forte là. C'est-à-dire que ça rappelle, ce que j'essaie de dire à des amis en parlant de votre film, ça rappelle dans le milieu ouvrier du 19e siècle et du début du 20e siècle, il y avait une sorte de conscience très très forte de son activité. Il y avait une fierté. Et on trouve chez ces gens qui ont tout perdu cette dimension de fierté qui est préservée et qui est très belle, un peu comme ces gens sur les ronds-points. Hein, c'est-à-dire c'est quand même une certaine fierté. Et peut-être que c'est la forme, et c'est là-dessus je finirai avec ça, c'est peut-être la forme moderne de la lutte de classe. Je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas non plus très optimiste. Right. Okay, You understand? I understand, not completely, but I understand. I think It's- so. it's- Well, the comparison was with the factories of the middle of the 19th century, wait, okay? wait. Where there was a very strong link between the workers and this special medium, sort of cocoon, not really a cocoon, but Wait, similar to- wait. yeah, it's, you remember they had everything. Wait. They had a school, they had Wait, an wait. infirmary, Wait, they had wait. a chapel Wait, for wait. and Je they were comprends. living Wait, in the factory Wait. or around wait. the factory. Je comprends. Wait. There for because I understand. I know exactly what I wanted to say. Okay, because this is very important. Yeah. It's the most important thing about the film. Yes. Here is, and it's very important about France. Yeah, sure. Because France is one of the few countries in the world that have this. Yes. It's where I live in Ponton. Ponton is a working class neighborhood. It was a communist neighborhood where even now they take the children to the mountains to ski, which is incredible. You know, Saint-Denis, the same thing. You know, all these neighborhoods around Paris, the Circle Paris, were working class places where the workers
organize themselves so they can take care of themselves and live a better life. This is why this story with the GMS workers is so important. These workers, I mean, we talked a lot about this when we were shooting, because I had to learn this, you know. When I was making the film, I discovered that these workers, they make pretty good money for workers. Why is that? It's because they fought for it. They didn't, you know, they were not given everything this way, you know, just like they had to fight for everything. And they created a world for themselves. They are not workers like where they work in just all day. No, it's a different kind of worker. This kind of work doesn't exist anymore. But they kind of created a situation where they are respected by the boss and respect between themselves. And it's another kind of factory. It's not the modern kind of factory. And this is what these workers are fighting for. They're not just fighting for their jobs. They're fighting for a way of life, which is this cocoon that they built around themselves. And this is why they're heroes, because it almost doesn't exist anymore in the world. And this is really what the story is about. Désolé, I'm sorry that it's so. I hope. No Okay. Du coup, oui, pour moi, c'est la partie la plus importante du film, et c'est quelque chose qui est très important en France. Et en fait, la classe ouvrière, et par exemple, on parle de Ponton, je crois. Ponton, oui. Ponton. De Ponton, de Saint-Denis, qui sont des quartiers de classe ouvrière, de quartiers communistes même souvent, qui organisent des voyages au ski avec les enfants, qui sont des milieux en fait qui sont très organisés, où les travailleurs se sont organisés entre eux pour avoir une vie meilleure que l'argent ne pouvait pas leur offrir au final. Et c'est là que l'histoire avec GMS intervient, c'est que j'ai découvert des travailleurs qui gagnent bien leur vie au final, mais pas parce qu'on leur a offert, parce qu'ils se sont battus pour ça. Et qui ont créé au final un milieu, un espèce de monde à eux, une espèce de cocon, qui est plus le travailleur à la chaîne, etc., qui est proche d'une usine moderne, mais avec du coup une forme de respect entre le patron et les employés, entre les employés entre eux. Et du coup, ils ne se battent plus juste pour leur travail, pour leur emploi, leur poste précisément, mais plus pour une façon de vivre, en fait, pour du coup, le confort social qu'ils étaient créés entre eux. Et c'est pour ça qu'ils sont héroïques, en fait, c'est pour ça que ce sont des héros, parce que c'est quelque chose qui n'est plus vu en France, ailleurs au final. C'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Alors, on s'achemine vers la fin. The end. Oui. Disait dedans, this is the end. Mais je voulais poser une question. Alors, on avait un garçon qui s'appelait André Malraux, qui l'auteur de La Condition humaine, donc il y a un petit rapport quand même avec ce qu'on a vu filmer ici, qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et je pense que André Malraux, je lui ai dit quand je l'ai vu la dernière fois, n'avait pas raison. Je pense que le 21e siècle sera le 19e plus la Wi-Fi. D'une part. D'autre part, on a donc le titre, ça s'appelle On va tout péter. Donc, Blowing qubits, right? Oui. We will rock you. Oui. Et donc moi c'est le moment où je deviens média mainstream et je pose la question, mais est-ce que dans votre film vous ne cautionnez pas la violence, Lech Kowalski? Well, look, the great thing with the workers, the GMS workers, is they never cross the line to be violent. And this is incredible, because if they were violent, they would not be heroes. Because, I mean, this was very hard for them. They were very frustrated because the system was always lying to them. They would have meetings, they would have, the security would always follow us. I was arrested for filming. I mean, every day it was frustration. It was very easy for them to go to violence. But they had this working class, middle of France zen that allowed them not to cross that line. And I think that the title
Blow It to Bits, On va tout péter, is really a twist, because it's not the workers that are blowing up the system. It's the government and the corporate system that's blowing up the system. And that's what the title is about. Alors, ce qui est fabuleux avec ces ouvriers, c'est qu'ils n'ont jamais passé le pas de la violence, en fait. Et s'ils étaient passés du côté de la violence, ce ne seraient pas des héros. Pourtant, c'est très dur pour eux, parce que au final, ils se retrouvent avec un système qui leur ment. Ils ont des réunions qui n'aboutissent à rien. Ils sont suivis par la sécurité. J'ai été arrêté. C'est frustration sur frustration sur frustration, et ce serait très facile, en fait, de passer du côté de la violence. Et pourtant, ils ont ce côté, il appelle ça Working Class France Zen, qui est le zen de la classe ouvrière française. Du coup, qui arrive vraiment à garder ce calme, ce respect. Et au final, le titre « On va tout péter » est un peu une déformation de la réalité, puisque au final, c'est pas les ouvriers qui explosent ce système et ce milieu, c'est le gouvernement et les grandes corporations qui font que ça s'effondre. Could I just want to Oui, comment on something that he faites donc, okay, sorry. You know, the media, the question of the media. The heroes in the film really are the little media, the local media that was there every day. And that's how I found out about it, because then the big media found out. I think that the thing that we have, if there is such a thing as democracy, if it exists, there's only one element that is important right now to that we can call it a democracy, which is the little media. It's like this, you know, the little media. Not that you're a little media because you're important, but you don't have the financing of the big media. You are not the mainstream media. That is the thing that is saving us, you know, from being completely destroyed. And the little media, these little journalists who make very little money, they were there every day reporting the reportage on the radio and in the newspapers, and they gave the workers a lot of energy. Otherwise, the workers would be in a vacuum, and I wouldn't be here. So I think that the little media is really, the little festivals, or you know, the little media, the little enclaves, you know, going to the cinema together, you know, 50, 60 people seeing the film together. These are the moments in our society that are the most important. It's a way to share something that is a commonality, and it's not just a product, which is what the big media wants. So I just had to talk about this a little bit, you know. Alors, la question des médias, pour rebondir sur la question des médias, au final, je trouve que les héros, ce sont les médias locaux. Parce qu'ils étaient là tous les jours à filmer, à prendre des notes sur la situation. Et donc, si on a quelque chose qui peut s'apparenter à de la démocratie, pour moi, ce qui le maintient en vie, ce sont les petits médias, en fait. Les petits journaux et les petites chaînes qui n'ont pas comme toi, l'assise financière qui va. L'assise financière, voilà, des médias je repars sur mon yacht, hein. Et donc voilà, ils étaient là tous les jours, et ce sont eux en fait qui ont donné l'énergie aux ouvriers de continuer, parce que sinon je serais pas là, enfin je serais pas resté, et ça aurait été vraiment une perte d'énergie. Vraiment, un vacuum, c'est un aspirateur à énergie en fait, vraiment, un trou noir. Et donc voilà, ce sont les petits festivals, les petits médias qui permettent vraiment de se regrouper à 15 personnes, d'aller voir un film ensemble, et voilà, se retrouver sur des situations qui sont humaines en fait. Alors, on se tourne vers Dorothée qui va nous dire quand on peut voir le documentaire de Lech Kowalski tout à l'heure à l'Institut Jean Vigo, avec lui, puisque ça tombe bien, il est là. Donc vas-y, c'est toi, c'est ton moment. Ton moment warolien, tu as ton quart d'heure. Moins que ça quand même. Je dois Nicolas. Donc Lech Kowalski va présenter son film On va tout péter, dont vous avez entendu un petit prélude. Tout à l'heure à 18h, vraiment dans 3 quarts d'heure, à l'Institut Jean Vigo, juste à côté. Il présentera le film et il fera un petit débat aussi à la suite du film. Merci à tout le monde d'être venu. À tout à l'heure, 18h donc, à l'Arsenal, pour voir ce merveilleux film.